Une amie m'a confié récemment qu'elle n'avait pas encore pris le temps de lire mon livre, Le Capitaine, qui est sorti en décembre 2019 sur Amazon, dont le lien est bien sûr dans la description, et je me suis dit que ça serait opportun d'en extraire quelques notions pour les partager avec vous sur YouTube, parce que des personnes comme elle qui ont peu de temps, il y en a beaucoup, des personnes qui ont beaucoup de livres sur le bureau, qui sont en attente, et le mien n'est peut-être pas en haut de la pile, il y en a tout autant, et on a aussi une deuxième catégorie de personnes qui me découvrent, c'est le concept de YouTube, et donc qui s'interrogent assez légitimement sur les idées que je défends dans ce livre, avant d'en faire l'acquisition. On va donc en parler. Puis on a aussi des personnes qui n'ont simplement aucune appétence pour la lecture et qui se rendent bien compte que c'est pas en prenant connaissance d'un quatrième de couverture ou de quelques commentaires sur Amazon qu'on peut retirer l'essence d'un ouvrage quel qu'il soit. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de partager des notions essentielles qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, ça ne vous dispensera pas de la lecture, mais on va quand même essayer d'être assez transversal. Et bien évidemment, je vais commencer par vous donner du contexte. Pourquoi? Parce que ce livre, avant tout, est une immersion dans ma vie personnelle, il est même quasiment autobiographique, on s'en aperçoit assez aisément rétrospectivement, puisque j'agrémente chacun de mes propos de mon arme ultime personnelle, en tout cas c'est mon cas, c'est peut-être différent pour d'autres individus, c'est mon expérience. C'est pas mon savoir théorique, c'est pas ce que j'ai lu dans des livres, ce n'est pas ma culture ou des grands principes que je peux vous livrer, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai appliqué, et c'est ce pourquoi je me livre beaucoup dans ce livre, et au lieu d'utiliser des paraboles pour étayer mon propos, dans ce livre, j'utilise mon expérience personnelle. Donc un peu de contexte, il faut savoir que depuis 2014, j'écris, j'ai terminé 2 livres que je n'ai jamais publiés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des sujets de niche, sur l'entrepreneuriat, la communication, la psychologie, mais ils étaient très spécifiques. Moi, je voulais que le premier ouvrage que je publie soit intemporel. Je voulais qu'il soit mu par une certaine sagesse, une certaine forme de maturité, un parcours de vie, et j'avais envie que la vie, justement, me montre à un moment donné le bon moment où je serai assez confiant pour partager des mots, notamment sur du papier, que je puisse ensuite publier, c'est quand même un acte assez particulier pour que des gens me lisent, et que j'ai la confiance de ne pas être en train de répéter des concepts de dev perso à la con, vus et revus, galvaudés, qu'on a entendu 150 fois, mais que j'apporte une véritable valeur ajoutée, et en réalité, je l'ai su assez intuitivement dès le départ, mais je me rends compte après rétrospectivement, c'est mon expérience qui était l'outil ultime pour moi, et du coup je n'avais pas envie simplement de délivrer des concepts de niche. Donc c'est la raison pour laquelle ça a mis 5 ans à ce que je sorte en réalité celui-ci. Pourquoi 2019? Ça a été l'année de la cohérence pour moi. L'année la plus puissante, la plus intense, la plus dure, la plus challengeante, la plus belle aussi, que j'ai vécue. L'année où j'ai pris d'abord une décision professionnelle intense, fermer mon entreprise le 31 décembre 2018 au greffe du tribunal de commerce de Nice, tout seul comme un grand. Je suis allé faire cet acte symbolique en m'asseyant sur une rente que j'avais construite pendant 10 ans. Alors, il faut bien comprendre ce que ça signifie, il faut les avoir bien accrochés pour faire ça, parce que j'ai passé une décennie à construire des revenus qui dépendaient pas de mon labeur personnel. Donc, c'est comme si j'avais construit un immeuble, que j'avais les rendements des loyers, et qu'un jour, je pète un plomb, j'appuie sur un bouton et je fais sauter l'immeuble. En gros, c'est ce que j'ai fait. Ma comptable n'a pas compris, je crois qu'elle s'en est toujours pas remise, malgré le fait qu'aujourd'hui j'ai un niveau de vie probablement 30 fois supérieur, c'est un autre sujet. Toujours est-il que mes proches m'ont pris pour un fou. Alors eux ils se sont dit ça y est, l'autre il est au paroxysme de son idéalisme, ça y est. Moi j'ai un cousin, il sourira en regardant la vidéo, on est nés ensemble, donc on est un peu comme tic et tac. Il lui arrive de m'appeler Gandhi, donc vous voyez un peu le genre. Alors non pas que je sois un type parfait à ses yeux, c'est pas le sujet, mais il sait que je suis quelqu'un qui défend des principes et des valeurs, et en tout temps j'ai toujours été comme ça. Quand on était adolescent, quand on était de jeunes adultes, etc. J'ai toujours été le type qui voilà avait un peu ses principes moraux. En gros je suis le chiant de la bande. Alors j'ai plein de défauts, mais là-dessus, d'ailleurs c'en est un pour eux. J'ai toujours été ce type-là qui essaye d'incarner ce qu'il proclame. La raison est très simple. J'ai été entouré d'hommes qui m'ont inspiré, mais également beaucoup déçus, qui n'ont fait que me mentir. Et même encore dans ma vie d'adulte et professionnelle aujourd'hui, il est très rare que je rencontre des gens, et là c'est genré ce que je dis, notamment des hommes avec un petit H, qui sont dans la situation d'être ce qu'ils proclament. Et j'ai un jour, à l'âge de 12 ans, promis à ma maman que moi j'incarnerais ce que je proclame, et notamment c'est un sujet qui n'est pas ici celui que je veux aborder, mais notamment de traiter correctement les femmes, mais ça c'est un autre point. Elle sourira en regardant cette vidéo, puisqu'elle est bien sûr mon premier soutien. D'ailleurs, je parle d'elle en introduction de ce livre, ça n'est pas pour rien, on est aussi mu par son éducation, et vous le savez, il y a certaines briques de mon éducation, des briques exogènes que je n'ai pas décidé d'implanter en moi, mais que j'ai accepté de garder consciemment, qui proviennent notamment d'elle, de mes parents, et également des gens qui m'ont entouré et inspiré, donc j'en parle beaucoup. Donc très clairement, à ce moment-là, la décision professionnelle que je prends, elle est folle. Personne la comprend, les gens me disent ça y est, l'autre voilà, il a serré complètement, pourquoi tu fais ça, Don Pierre? Et la réponse était très simple, je veux tester mon détachement au capital.
Je veux tester mon alignement avec mes valeurs. Je veux vérifier si je suis vraiment ce que je proclame être. Eh bien, j'ai pu tester très clairement. J'ai ensuite de ça parlé physiquement en Zoom ou alors en me déplaçant, si c'était dans les 200 ou 300 kilomètres autour de chez moi, directement au domicile des personnes avec lesquelles je collaborais, et j'ai individuellement donné du temps à plus de 300 personnes avec lesquelles je travaillais. C'est énorme. Vous n'imaginez même pas le temps que ça prend, vous n'imaginez pas l'énergie que ça demande. Ça a pris 3 mois. Et en fait, ces gens étaient surpris pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais été un pilier structurant pendant une décennie et que là, je leur expliquais unilatéralement que ça s'arrêtait, en tout cas pour moi, parce que j'étais en désaccord notamment avec mon fournisseur et les différentes multinationales avec lesquelles je bossais, parce qu'on parle de très grosses entreprises dans le monde entier. Et en réalité, on me demandait de faire croire aux gens qu'ils allaient construire la demeure de leur vie avec du béton armé, là où en réalité, on me donnait du sable pour faire croire que c'était solide. On le mouillait un peu et on le tassait comme quand je fais des châteaux pour ma nièce. Et puis voilà, ça passe comme ça. On me demandait de faire croire que on allait avoir des vitres blindées quand en réalité elles étaient faites en sucre. C'est inconcevable pour moi. Donc j'allais pas emmener les gens qui me suivaient sous une pluie de grêle battante sous prétexte que moi j'étais dans un 4x4 sécure, alors qu'eux étaient sur un scooter ou pour certains une moto encore un petit peu balbutiante et donc en danger sous la grêle. Quand je savais qu'il n'y aurait pas de retour à meilleure fortune et qu'il n'y aurait pas de soleil après la tempête, eh bien le minimum de l'éthique personnelle c'était de mettre un stop à tout ça, ce que j'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait en lâchant une branche pour en attraper une autre, je l'ai fait unilatéralement. Et c'est ça qui les a surpris, c'est le deuxième point. Ils se sont dit, mais Dampierre, on fait quoi du coup? Je dis, bah rien. Les amis, vous m'appartenez pas, on travaille ensemble, on se fait confiance. Là, tout de suite, j'ai pas d'outils, j'ai pas d'écosystème. On s'est mis plus tard à leur demande, notamment en quête de quelque chose, etc. Mais ça a pris des mois, notamment parce que j'avais pris une décision de relâcher une certaine pression. Je vous passe le fait que physiquement, pendant toute l'année 2018, je somatisais. J'avais des douleurs, des cervicalgies tout le temps, des douleurs dans le trapèze à longueur de temps. C'était horrible. J'étais obligé de me masser très régulièrement parce que j'avais vraiment mal. Et le jour où j'ai fermé mon entreprise et fait le premier Zoom, je me souviens exactement avec qui c'était, d'échange pour expliquer la situation et pour partager mon bilan. Le lendemain, je me suis réveillé, je n'ai plus jamais eu ces douleurs-là, au-delà bien sûr d'une blessure sportive, mais donc on appelle ça somatiser, c'est la digression ostéopathique, et je me suis bien rendu compte que ma santé en prenait un coup, parce que j'en avais lourd sur les épaules, parce qu'il y avait trop d'incohérences accumulées que je peut-être ne voyais pas, parce que quand on est dans un tunnel, c'est un syndrome assez logique, quand on est focalisé, eh bien on n'a pas toujours le recul de se rendre compte des choses qui nous arrivent et qui ne fonctionnent plus. Donc ça m'a vraiment libéré, c'était une décision professionnelle. Elle a ensuite été un rebond de vie personnelle. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé un genou à terre. Je me suis retrouvé sans le sou. Ce qui était original, il faut comprendre pourquoi ma comptable a capoté complètement, parce que quelques années avant, je gagnais plus d'argent certains mois que beaucoup de Français à l'année. Donc elle s'est dit, l'autre, il est barjot complet. Il se retrouve limite vraiment sans revenu, pour le coup, hein, c'est très concret. J'avais 400 euros sur un compte et pas un seul euro de côté, parce que entre-temps, pour des raisons de vie personnelle, j'avais soutenu certains individus, certaines notions, peu importe, j'ai fait ce que j'avais à faire avec le cœur, mais du coup, je me suis retrouvé sans forcément d'argent devant moi. Ça a été extrêmement compliqué à vivre. Et évidemment, en plus de ça, j'avais l'image d'un entrepreneur à succès. J'animais moi des conférences depuis décembre 2019, quand même, en interne ou dans d'autres sujets, et je me suis retrouvé face à des audiences parfois de 7, 8, 10 000 personnes, où je parlais en français, en anglais, en espagnol, parfois de toutes petites interventions, parfois simplement des traductions, mais toujours est-il que j'avais cette image-là. Donc un jour, mes amis, notamment de Green Bull, avec lesquels je suis associé aujourd'hui, m'appellent et me disent, bon Dompé, ramène-toi, tu vas être le speaker d'ouverture du Festival Immobilier Finance Festival. Je dis ok. Ça va être un petit peu compliqué parce que parler de business, d'immobilier, de finance et d'être le speaker d'ouverture à un tel festival alors même que je suis complètement fauché, c'est compliqué. Et donc je leur ai dit, j'ai fait une intervention que j'ai nommée Capital Bonheur, de 0 à 1 million, et j'ai expliqué pourquoi en 6 mois j'avais déjà trouvé certaines réponses, pourquoi j'avais pris certaines décisions, et j'ai parlé simplement d'alignement, de valeurs et de principes au moment où je n'étais pas assez fortuné pour oser avoir l'arrogance de leur parler d'argent. Alors l'argent ça va, ça vient, c'est un cycle, surtout quand on entreprend, mais à cette période-là, voilà ce que j'ai vécu, c'était en juin 2019, et ça a assis le fait que j'étais totalement détaché du capital, que ça n'était pas mon maître, mais un outil, on y viendra. Et donc j'ai pu me tester profondément sur ces notions-là, et j'ai bien sûr aussi été très bien soutenu, notamment par la jeune femme avec laquelle j'étais en couple à l'époque, pour laquelle j'ai une estime éternelle, et elle le sait très bien, elle regardera d'ailleurs cette vidéo. Et en septembre 2019, nous avons eu conjointement une échéance importante relative à son passé, à sa vie personnelle, une échéance qui est un scénario à la Tarantino, peut-être même encore un peu
plus profond que ça. Donc je vous avoue que c'était dur à vivre, c'était complexe. À cause de ça, j'ai pris la décision de m'oublier personnellement depuis notamment le début de l'année 2018 et de me focaliser essentiellement sur ma relation de couple et sur pas mal de notions qui entouraient ça. C'est une erreur personnelle que j'assume à 100%. Elle ne m'a rien demandé, elle ne m'a rien imposé, elle ne m'a mis aucune forme de pression. C'est une erreur que j'ai faite. Les amis, il ne faut pas s'oublier totalement au profit d'une relation ou parce qu'on a une certaine bienveillance ancrée, parce qu'à un moment donné, c'est toujours le même exemple, mettre le masque à oxygène aux gens quand on n'a pas mis le sien, c'est dangereux, c'est la meilleure manière de mourir et de suffoquer. Je ne m'en étais pas rendu compte, c'est aussi l'aveuglement que provoque l'amour et je pense qu'il y a un beau côté à ça. Toujours est-il que c'était complexe et nous avons pris la décision de nous séparer pour des raisons très rationnelles qui m'ont permis de tester le dernier point qui était mon amour inconditionnel. Je voulais vérifier la véracité de ces propos que je tenais quand j'expliquais avoir créé des mécaniques de détachement et notamment ne pas aimer à condition, ne pas aimer virgule quand on m'aimait en retour, ne pas aimer virgule quand on était accroché à mon bras, mais aimer peut-être même si la personne en face se retrouvait aux côtés d'un autre homme parce que c'était ce qu'il fallait pour qu'elle soit heureuse, ou se retrouve dans une autre ville, et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. On a plus que bien fait puisqu'elle vit une vie extrêmement épanouissante, qu'elle est bien plus heureuse aujourd'hui, non pas qu'elle ne l'était pas, mais en tout cas, elle aurait pu ne pas l'être si nous avions continué notre relation, et donc j'en parle dans le livre et je vous explique toutes ces transitions. Donc vous voyez, toutes les sphères de la vie ont été touchées. Le pro, la santé, le perso, les relations humaines, les finances, et à un moment donné, octobre 2019, libération, maturité, je comprends plein de choses et je me dis ça y est, c'est bon, c'est prêt. Et donc qu'est-ce que je fais? Je décide d'ouvrir Word le 30 octobre 2019 et pendant un mois jour pour jour, j'écris le Capitaine. Je m'isole 4 jours à Aix-en-Provence parce que j'avais envie d'avoir un endroit un peu dans les troglodytes, un peu voûté avec des caves, des pierres. Moi j'aime la pierre, ça m'inspire. Je voulais un endroit frais et donc j'ai terminé le livre en 4 jours et je l'ai publié début décembre 2019 parce que c'était quelque chose que j'avais fixé, c'était un objectif et je me suis dit, tu vas écrire le Capitaine dans un état d'esprit très précis. Tu vas l'écrire comme si tu allais mourir dans 1 heure et que tu avais un dernier truc à dire à quelqu'un ou à une audience. Et j'ai mis ça là-dedans. J'ai écrit ce bouquin comme je vous parle. D'ailleurs, la plupart des gens qui me connaissent, ou maintenant si vous me suivez sur YouTube, me disent quand ils le lisent qu'ils ont l'impression que je leur parle. C'est volontaire. Je n'ai aucunement l'arrogance ou la prétention de croire que je pourrais être un jour reconnu par mes pairs pour ma plume ou pour un point littéraire. Je n'ai aucune compétence spécifique là-dedans, dans l'usage des mots, etc. C'est vraiment pas la sémantique, tout ça. Ce que j'ai comme qualité, ma qualité, c'est le fond, pas la forme. Ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est réellement, je l'ai transpiré, j'ai saigné, j'ai pleuré. Ce livre-là, c'est tout moi en entier à 100% et tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu apprendre, notamment pour réparer ma boussole et trouver le cap vers l'étoile polaire, celle qui en tout cas me convenait et me permettait d'être une personne épanouie. Alors justement, on va rentrer maintenant dans la thématique. C'est une introduction qui était nécessaire parce que vous devez bien comprendre le pourquoi du comment ce livre est sorti de terre et pourquoi ça peut être utile pour vous de le lire. Ce livre, il est le constat de ce que j'ai vécu, mais également de tout ce que les gens que j'ai rencontrés dans ma vie ont vécu et ce que j'ai observé par procuration avec les années. Notamment le fait qu'on a été propulsé en une génération d'un tout petit canal. On était dans une petite barque avec très peu d'embouchures, très peu de possibilités de s'évader, mue par un déterminisme social transgénérationnel. Donc en des termes simples, on devenait ce que nos grands-parents et nos parents étaient. C'était comme ça que ça fonctionnait. On avait très peu d'anomalies. Il y en avait, mais c'était des anomalies. C'était des occurrences, donc ponctuelles, ça n'avait rien de récurrent. Là où, en une génération, peut-être une vingtaine d'années, on a été jeté d'un seul coup dans l'océan des possibilités avec plusieurs paramètres. Le premier, on s'est retrouvé sans aucune terre en vue, donc par définition perdu. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans ces mots, vous êtes peut-être à la minute où je vous parle complètement paumé, en train de vous interroger sur votre raison d'être, sur par quoi commencer, par où commencer, qui solliciter, qui croire, à quel moment vous devez mettre les valeurs en avant, ou peut-être calmer un peu votre idéalisme parce que vous devez aussi vous nourrir, etc. Toutes ces notions-là, on s'est retrouvé à se poser 1 million de questions que premièrement nos grands-parents se posaient pas parce qu'ils n'avaient pas à se les poser. Dans un canal très limité, il n'y avait pas toutes ces interrogations, mais deuxièmement, que nous nous posons parce que le contexte l'impose. On est paumé au milieu de l'océan, dans une petite barque qui est disproportionnée, elle est trop petite. Et nous en parlerons d'ailleurs dans le second ouvrage que je vais sortir pour la période de Noël 2021, qui parlera du passage à l'état adulte et de la construction de sa boussole. Mais dans le Capitaine, j'adresse la thématique de la création, de la réparation de la boussole, lapsus. La création, ça sera dans le second livre. Là, je parle de la réparation à toutes les personnes qui avaient déjà une boussole, qui était structurée par des éléments d'éducation qui étaient obsolètes. Et cette obsolescence,
cohérence ne leur permet pas de vivre de manière épanouie. Et c'est ce que j'ai vécu moi. À un moment donné, je me suis retrouvé à me dire, attends, reprends tes priorités, quels sont les préfiltres, quels sont les éléments importants pour toi, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout appliquer, et tu vas t'assurer que tu es capable d'incarner tout ça. Et parce que j'ai été capable de l'incarner, je l'ai foutu dans un bouquin. Pas parce que c'est une vaste théorie, parce que j'ai passé toute l'année 2019, l'année de la cohérence, à véritablement appliquer ces notions-là. Donc, j'ai compris que je devais réparer ma boussole parce que quand on est perdu dans l'océan, qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'étoile polaire, le nord, et donc on fait cap vers le nord, de sorte à trouver une terre viable, et on utilise ensuite de ça des capacités de navigation pour maîtriser la tempête, laquelle est aussi intéressante, mais peut être dangereuse, et ça, ce sera le sujet du 3e livre qui sortira à l'été 2022, mais c'est encore un autre sujet. Donc on va revenir au sujet du capitaine. Cette boussole, et je vais vous imaginer un petit peu comment je l'ai prise en main pour la réparer, d'abord, c'est le nord, le sujet de l'étoile polaire, le cap. Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui en tant que société? Je ne sais pas si c'est généraliste, en tout cas c'est mon ressenti. Nous avons des étoiles polaires qui sont complètement, pour moi, démesurément inadaptées à ce qui permet à quelqu'un d'être épanoui. Il y a des notions comme le pouvoir, l'argent, la reconnaissance sociale, l'acceptation, etc. Toutes ces choses-là sont l'étoile polaire de beaucoup d'individus. Et j'en veux pour preuve. Il m'est arrivé fréquemment de donner des interventions, conférences ou même des cours dans des établissements supérieurs, des écoles de commerce par exemple. Et j'ai en tête une fois, je l'ai fait, je crois que c'était en 2018, et je questionnais les jeunes en disant qui ici aimerait avoir plus de 10 000 followers sur Instagram. Et tout le monde a levé la main. Et j'ai questionné qui ici dans la seconde peut me dire pourquoi. Et là, il n'y avait plus personne. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette espèce de ce qu'on appelle une KPI dans le business, donc un indicateur clé de performance, c'est-à-dire une notion qui est une référence et qu'on veut suivre, cette notion, elle fait pas de sens en réalité. Parce qu'il n'y a pas de raison fondamentale derrière, si ce n'est la prestance, si ce n'est la reconnaissance sociale. Donc j'ai compris que personnellement, mon étoile polaire, c'était ma santé, mon bonheur. Pourquoi ma santé? Simplement parce qu'avoir des millions à yacht et un cancer, c'est flingué. Je pense que personne veut ça, à moins d'être complètement débile. Donc en tout cas pour ma part, c'était pas le cas. Je me suis dit, ça c'est un acquis, c'est sûr. Si j'ai à choisir, non pas que ça s'oppose, attention. C'est pas une dissonance, hein. C'est pas complètement opposé. Mais si j'avais à faire un choix et qu'on me dit c'est capitaux versus santé, clairement je prends santé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'être malade et fortuné. Je pense que c'est du bon sens. Ensuite, le bonheur, c'est une notion très spécifique, très personnelle, qui est une notion philosophique. Elle vous regarde. Ma notion à moi du bonheur, je pense que c'est l'accumulation de l'épanouissement dans chaque case qui permet d'être heureux. Et c'est une notion que j'explique assez aisément par l'amour du parcours et non pas l'obtention du résultat. Alors, ce que je veux que vous entendiez par là, c'est que souvent, on vous dit, oui, il faut penser à des objectifs, etc. On en parlera d'ailleurs, des grandes choses, des trucs formidables qui vous donnent envie de vous mouvoir, de bouger, de faire des actions. Je suis d'accord plus ou moins. Moi, personnellement, j'ai compris un truc. C'est quand je vais en vacances aux Bahamas pendant 3 semaines, oui, je fais 6 heures d'avion, 3 semaines de vacances. La destination est plus longue que le voyage. Donc c'est vrai que la destination est ma récompense. Je peux me focaliser là-dessus et je peux avoir plaisir à imaginer ce moment-là. Par contre, dans la vie, c'est pas ça. On passe plus de temps sur le parcours qu'à la destination. Et regardez rétrospectivement tout ce que vous avez obtenu. Regardez les moments où vous avez fait l'acquisition d'un bien matériel que vous vouliez avoir, une voiture, une maison par exemple. Quel est le propre du désir? Se porter sur ce qu'il n'a pas. Donc vous avez commencé presque le lendemain à vouloir autre chose. Est-ce que vous vous rappelez avoir organisé un anniversaire pendant des semaines? Le groupe WhatsApp, les recherches, le lieu, la réservation. Vous savez, cette excitation, vous voyez de quoi je parle? Vous êtes content, c'est un truc sympa d'organiser ça. Alors, ça dépend de votre profil. Moi, je suis pas particulièrement comme ça, mais j'aime participer quand c'est pour les autres. Mais clairement, peut-être que vous faites ça et que vous êtes en ce moment même en train d'organiser une telle soirée et vous êtes content. Peut-être que vous êtes ce genre de profil qui organise le 31 pour ses amis. Et toute cette phase de préparation, elle est géniale. Vous n'avez pas souvenir d'un nombre incalculable de fois où vous avez organisé des soirées de ce genre-là, peut-être même Noël, peut-être le 1er de l'an, peut-être un anniversaire, et qu'en réalité la soirée elle était nulle, et que vous avez vécu des soirées improvisées qui étaient magnifiques, tonitruantes, qui sont mémorables, alors même que la soirée prévue, elle n'était pas du tout comme vous l'imaginiez. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'en fait on mentalise, on imagine pas mal de choses, et je vous le dis, l'obtention du résultat, en tout cas pour moi, et ce sera peut-être le cas pour vous, c'est clairement pas quelque chose qui me rend heureux, c'est l'amour du parcours. Et comment je l'ai vu? En ayant un genou à terre. Ce genou à terre m'a permis de comprendre que même dans la pire des difficultés, même dans une situation où je n'avais quasiment pas assez de capitaux pour emmener ma chérie manger une glace, on en était là quand même. Dans cette situation-là, j'avais un genou à terre, c'est vrai, mais très clairement, ma santé était là. Les vraies personnes autour de moi étaient là, parce que bien sûr, ça fait le tri, c'est évident ça, et je pouvais avancer. J'avais mes 2 bras, mes 2 jambes, et je me suis vu à un moment donné marcher en direction de ma salle de sport, j'oublierai jamais ce moment-là. Je marchais, et je me suis dit, ça y est, Dompé, en fait... il n'y a plus qu'à en fait, il n'y a plus qu'à repartir, tout va bien.
Tu t'es prouvé que tu n'étais pas tenu par des notions capitalistiques vaseuses et donc tu n'as pas plongé sur la première opportunité, tu n'as pas perdu ton éthique. Moi, vous l'ignorez, mais je vous préciserai ça dans certaines vidéos, notamment dans le modèle économique avec lequel je développais. Si moi j'avais fait une vidéo, je suis trilingue, hein, français, anglais, espagnol, je connaissais le monde entier dans ce modèle-là. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes impliquées, c'est pas rien. Si j'avais fait, et là je parle sans ego, mais quand même de moi à la troisième personne, si moi j'avais fait des vidéos pour expliquer les coulisses, ce que j'avais vu, ce que j'avais appris et pourquoi ma décision, et que je faisais autre chose, n'importe qui m'aurait suivi. La raison pour laquelle je l'ai pas faite, c'est parce que je ne veux pas juste dire que je suis quelqu'un d'éthique et d'intègre, je veux l'incarner. Et tout le monde le sait. Tous les gens dans cette industrie le savent, tous les individus qui m'ont suivi professionnellement le savent, j'étais fier de ça. Donc vous voyez, vraiment ces notions-là m'ont permis de me prouver que j'étais quelqu'un d'heureux quelles que soient les conditions, tant que j'étais en santé, tant que j'apprenais et tant que je pouvais contribuer. Et ces choses-là, je peux les faire sans le sou ou je peux le faire avec des capitaux bien mieux, c'est vrai, mais toujours est-il que je me suis prouvé que c'était mon étoile polaire, la notion de bonheur symbolique, personnelle, philosophique, telle que j'avais envie de la définir, et vous définirez la vôtre, mais je pense que c'est déjà la base. L'élément suivant, c'est le capital, l'argent. L'argent, je l'ai mis au sud. Le sud, la Côte d'Azur, le soleil, voilà, vous imaginez assez aisément pourquoi je l'ai imagé et je l'ai mis à cet endroit-là, des points cardinaux. Au sud, c'est là où on utilise le levier capitalistique, notamment cet outil transactionnel qui nous permet de trouver des solutions à des problèmes, qui nous permet d'acquérir des biens ou des services et qui nous permet d'avoir une vie bien plus saine que nous l'aurions eu sans ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'argent, c'est un très mauvais maître, mais c'est un très bon outil. Moi, l'argent, c'est pas mon maître. L'argent, c'est mon esclave. Alors attention avec ce mot, il est violent quand on l'adresse à la thématique humaine, mais là, c'est un objet dont je parle. C'est l'argent, il fait ce que je lui dis quand je lui dis, à l'heure où je lui dis. Il sort de ma poche ou de ma carte bleue ou de peu importe quel endroit quand je lui dis, à la destination et dans l'objectif et pour ce que moi je veux faire, et c'est quand je le décide. C'est pas lui qui me dirige, c'est moi. Et c'est exactement pour ça que je vous ai expliqué tout ça en prémisse, parce que j'ai mis l'argent au bon endroit, comme un outil, comme un levier. Maintenant, on va faire un peu d'histoire, parce que je vois beaucoup de gens très binaire, on est dans la société des clivages, on est dans le je suis pour, je suis contre, encore une fois, vous savez ô combien je m'oppose à ce genre de discours d'imbécile, on n'est pas ici au PMU du coin, on essaie de réfléchir un petit peu plus que ça, et notamment quand on veut réfléchir sur une notion, sur une matière, on va pas condamner la matière, quand on n'a même pas réfléchi à ce que ça a apporté historiquement, qu'on n'a pas mis ça en perspective, ou alors qu'on a oublié le pouvoir positif et négatif ou néfaste de l'intention derrière la forme et l'usage de cette matière. J'y viens. Premièrement, historiquement, l'argent, ça a été un outil de transaction parce que on faisait du troc. Mais le troc était quelque chose de très inégalitaire. Si vous aviez peut-être la possibilité de produire des pommes de terre, quelqu'un d'autre avait pêché du poisson, mais que vous ne saviez rien faire de vos 10 doigts et ou que vous n'aviez pas de capacité de production, vous n'avez rien à échanger pour vous nourrir. Donc vous vous retrouviez dans la précarité la plus folle. Et si vous lisez un petit peu l'histoire de l'humanité il y a quelques siècles, c'était extrêmement clivant comme société. C'était des gens extrêmement fortunés qui dirigeaient les armées, l'argent et les ressources, des gens qui étaient paysans, agriculteurs et qui notamment nourrissaient les premières personnes, donc eux avaient le droit de vivre plus ou moins correctement. J'imagine même pas comment ça devait être, mais bon, ça devait pas être glorieux, je n'étais pas là pour le voir, et on a ensuite de ça que des gens qui crevaient de faim. L'argent, ça a permis quoi? Qu'une matière qui soit transactionnelle et intermédiaire et froide, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, permette justement de dire à quelqu'un, tu n'as pas de capacité de production, mais tu as d'autres capacités qui te permettront peut-être d'acquérir ce bien, cet outil qu'on appelle l'argent, et avec ça, tu vas pouvoir te nourrir. Peut-être que tu vas pouvoir donner de l'éducation, peut-être que tu vas pouvoir accompagner les gens, et c'est là où tout un tas de métiers d'ailleurs sont arrivés et ont eu de l'expansion, d'abord avec l'outil bronze, argent, or, pièces, billets, maintenant dématérialisation, carte bleue, crypto-monnaie, peu importe, c'est un outil de transaction. L'argent, les amis, c'est une matière qui permet de légitimer la valeur apportée à une personne à travers un produit ou un service, le temps passé, que ce soit à produire quelque chose et ou à apporter un service, et la notion de propriété. N'oublions pas que s'il n'y avait pas l'outil capitalistique, l'argent en tant qu'outil, en tant que levier, pour que je puisse acquérir votre bien immobilier par exemple, j'ai deux options. Soit je converse avec vous, on vient là dans une négociation et vous acceptez de me le donner, soit vous refusez et je n'ai plus que l'opportunité d'être violent. C'est ça la société d'hier et non pas celle d'aujourd'hui. Quoi que l'on en dise, l'argent a permis qu'on ait quelque chose qui valorise justement la valeur, le temps et la propriété et qui lisse les inégalités. Alors je sais qu'au XXIe siècle, on va parler beaucoup de paupérisation de la classe moyenne, etc. C'est un autre sujet et il y en a beaucoup à adresser. Mais là je parle globalement dans l'histoire de l'humanité, l'argent n'est pas aussi condamnable que ce que l'on peut dire. Ça a été un très très bon levier, ça a été quelque chose qui est très lié à l'état de droit et qui notamment nous évite de nous entretuer toutes les 2 secondes pour les terres ou pour les biens d'autrui et qui a quand même permis de stabiliser
réaliser beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de problèmes derrière ça, mais sont-ce des problèmes qui sont liés à la matière capitalistique ou à l'argent? Non, ce sont des choses qui sont mues par l'intention des individus qui les utilisent. C'est les gens qui utilisent l'argent, le capital et qui font n'importe quoi, qui font des bêtises. Mais clairement, je veux absolument intégrer cette notion dans votre tête, et ça c'est important, ça me tient à cœur, c'est un outil, ni plus ni moins. Et donc il ne faut pas le réfuter dans un monde dans lequel il a sa place, et à moins d'aller vivre comme un ermite, non les amis, nous ne sommes pas dans un monde dans lequel on peut se permettre de croire qu'on fera ça. Donc voilà un petit peu ce que j'évoque au niveau de l'argent, et je vous parle de beaucoup de choses dans le livre, hein, de mon parcours entrepreneurial, de mon rapport au sous, des moments où je me suis retrouvé extrêmement fortuné pour le coup, notamment en 2016, et en décembre 2016, j'ai vécu l'année où j'ai gagné le plus d'argent de toute ma vie. Il y a des gens qui gagnent pas ce que j'ai gagné cette année-là en 10 ans, donc on peut dire que là c'est de l'argent. J'étais le plus triste du monde, il y a rien qu'allait. Ma vie personnelle, ma santé, ma vie de couple, tout était horrible à ce moment-là, donc j'ai pu utiliser la maxime de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je dis toujours, qu'est-ce que t'en sais, t'en as jamais eu. Moi je sais ce que c'est d'avoir démesurément plus de rentrées d'argent que l'on a de dépenses, et je peux te le dire, ça n'avait pas changé mon état d'être profond, j'étais mal parce qu'il y avait des incohérences. Et on va venir justement maintenant à cette notion de cohérence, puisqu'on va parler de l'Est, là où le soleil naît, là où le soleil se lève, tout comme vos décisions prennent naissance. Le problème des décisions et des choix, c'est qu'ils prennent naissance dans l'œil des autres, dans l'œil d'une société, dans le dogme religieux, social, politique, étatique, gouvernemental, amical. C'est toujours relativement aux autres qu'on applique ces décisions personnelles, qu'on se fait conseiller et où que l'on ne prend d'ailleurs pas de décision. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc je l'ai découvert avec le temps parce que ces erreurs, je les ai fait comme tout le monde. Encore une fois, je suis pas un surhomme. C'est parce que j'ai fait ces erreurs que je peux prendre le recul aujourd'hui. Et donc j'ai appris l'importance de ce que j'appelle les préfiltres. J'en ai nommé 4 qui me permettent de prendre une décision en moins de 10 secondes et de m'assurer de la cohérence entre mes actions et ces 4 éléments. Alors les 4 éléments, c'est quoi? Premièrement, les valeurs profondes. J'ai travaillé à connaître mes valeurs profondes. Si vous ne savez pas faire ça, l'exercice est très simple. Vous allez nommer ce que vous détestez, les choses que vous haïssez le plus. Par exemple, moi, on m'a menti toute ma vie, notamment des gens à qui j'ai fait beaucoup confiance, donc j'ai une sainte horreur du mensonge. J'ai une sainte horreur de la malhonnêteté. En face de ça, il y a l'amour de l'honnêteté. Pomme, valeur numéro 1. Vous voyez comme c'est simple? Numéro 1. Ensuite, j'ai vu plein de gens infidèles, qui trompent, qui sont là dans la trahison, etc. Je déteste ça, parce que ça a fait souffrir les gens autour de moi et in fine moi-même, donc j'ai pris la décision en face que j'avais l'amour de la notion de fidélité, etc., de parole donnée. J'ai plein de valeurs comme ça qui sont nommées et qui sont importantes pour moi. Les vôtres seront peut-être différentes, relatives à vos convictions, à vos croyances, etc. Je vous invite malgré tout à scanner. Premier élément, les valeurs. Deuxième élément, connaître ses objectifs. Alors là, dans le développement personnel, on entend tout et n'importe quoi. Moi, j'ai passé des années à ce que des gens me disent « Don Pierre, il te faut des grands rêves, il te faut un vision board. » Alors, si vous savez pas ce que c'est un panneau sur lequel on va coller la voiture de ses rêves, la maison de ses rêves, toutes ces choses-là. Alors, comment je vais ponctuer? Non, je vais pas essayer d'être diplomate. Pour moi, c'est de la merde. En tout cas, pour moi, j'ai pas dit universellement, encore une fois, ça marche pas. J'ai jamais compris comment ça pouvait marcher ce truc-là. Alors oui, on projette un peu, c'est mignon, mais là, dans l'action quotidienne, il se passe rien, vous voyez. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, ne prenez pas mal si vous faites des vision boards, vous êtes content, et si vous êtes là en train de dire merde, il faut pas qu'il voit que sur mon frigo j'ai mis une Bentley, super, hein, c'est génial, garde-la, fais-le, c'est super. C'est pas mon propos. Maintenant, moi j'adopte une méthodologie qui s'appelle SMART. Cette méthodologie n'est pas la mienne, elle est de Brian Tracy, et elle est extrêmement intelligente, j'en parle dans le livre, en tout cas, c'est la sienne, donc je peux dire qu'elle est intelligente, je l'ai appliquée, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limitée dans le temps, voilà ce que doivent être vos objectifs. Et notamment, contrairement à ce qu'on vous raconte partout, de fixer des objectifs qui sont hyper longs, hyper grands, hyper compliqués, non, 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 des objectifs hyper court terme. Qu'est-ce que tu dois faire la semaine prochaine? Même aujourd'hui en réalité, parce que c'est en faisant ces petites actions, en ayant ces petites satisfactions, que tu obtiendras le plus d'épanouissement. Et vous savez, je l'ai testé ça avec un paquet de monde, des milliers de personnes. Cette année, on a par exemple lancé une communauté sur Clubhouse, Make Your Bed, parce que on faisait référence à l'amiral William McRaven des Navy Seals américains qui a écrit un livre qui s'appelle Make Your Bed, faites votre lit le matin, et qui expliquait que c'était l'action la plus structurante qu'il avait retenue de son passage dans la vie militaire, notamment parce que c'était la première action constructive de la journée, qui était simple, mais qui lui permet d'achever un certain résultat et de se dire, ça y est, j'ai fait quelque chose de positif, ça y est, j'ai accompli une tâche, je peux passer à la suivante. Le pouvoir des micro-objectifs. Donc, à un moment donné, il ne faut pas oublier, quand on fixe des objectifs, que lorsqu'on était étudiant, par exemple au collège, on vous disait mercredi 9h, leçon 21. La leçon 21, c'est spécifique, c'est 4 pages, c'est mesurable, c'est réaliste. Ça a déjà été fait par des classes auparavant, c'est atteignable, tout le monde sait qu'on peut réviser 4 pages parce que vous-même l'avez déjà fait avant, donc vous savez que vous pouvez le faire. Ensuite, c'est limité dans le temps, parce que vous savez qu'à 9h le mercredi 21, il va falloir réciter le chapitre.
en question. Et les 4 pages, tout simplement. Et qu'est-ce que vous faisiez comme tout le monde? Réviser dans le bus le matin même. Mais on a tous fait ça, les amis. Et vous voyez pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que dans le fait de fixer des objectifs, souvent les gens me disent, je sais pas trop, mon pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Hey, simple. Là, tout de suite, à très court terme, qu'est-ce qu'il faut? Matériellement, immatériellement, personnellement, professionnellement. On va mettre les enfants là-dedans, on va mettre un déménagement peut-être, on va mettre une formation, on va mettre un morceau de guitare que tu as envie d'apprendre, j'en ai rien à faire. Tu nommes ces choses-là et ensuite tu les mets par ordre de priorité selon tes intérêts personnels. Et justement, c'est l'étape d'après, une fois qu'on a fixé ces objectifs, eh bien, de connaître ses besoins primaires. Les besoins primaires sont très liés à des notions singulières, personnelles, notamment spirituelles. Il est probable, et là je ne parle pas du dogme religieux qui est incapable de croire que l'on peut être agnostique et avoir une certaine forme de croyance ou de spiritualité, c'est faux. On n'est pas obligé d'être déiste et d'être structuré par une religion connue pour être quelqu'un de spirituel. Je connais des gens qui sont à Biarritz en train de faire du surf et c'est ça leur évasion spirituelle à eux. Je le respecte, moi en tout cas, j'espère que c'est votre cas aussi. Sinon vous n'êtes pas croyant, vous êtes intégriste et là on n'est pas copains. Mais ces gens-là, clairement, si à un moment donné, il y a une décision de vie à prendre, qui est celle de déménager à Paris pour créer une entreprise ou une start-up, non, parce que ton moment d'évasion, lequel te permet d'être quelqu'un d'équilibré, d'être quelqu'un de sain, qui te permet, c'est ton moment spirituel, c'est important. Si c'est d'aller surfer dans le sud-ouest de la France, tu ne surferas plus à Paris. Donc tu dois réfléchir si tu as envie d'accepter d'abandonner ça. Si tu n'as pas envie de l'abandonner, alors je te conseille simplement de ne pas l'abandonner et de le mettre comme une priorité, comme un besoin primaire. Et puisque je viens d'utiliser ce mot, on va ensuite passer à la 4e donnée, au 4e préfiltre, c'est les priorités du moment. C'est pas du tout la même chose. Un besoin primaire, c'est ancré, c'est fondamental. Il y en a plein. Hein. Ça peut être, j'ai parlé de spiritualité volontairement, mais ça peut être d'être présent pour vos parents. Je discutais avec une amie de la famille hier et elle me disait ça. Elle me disait, tu sais, Dompé, je peux pas bouger moi parce que mes parents sont là, je veux pas les abandonner. Donc je peux pas faire le tour du monde comme ça aujourd'hui parce que c'est ce que je suggérais à ma maman notamment parce que je vais la convier à voyager un petit peu ces derniers temps parce que ça me tient à cœur et elle peut le faire parce qu'en effet elle a moins d'attaches. Et elle me disait, j'ai mes parents, donc Pierre. Donc ça s'appelle des besoins primaires, être présente pour eux. Et elle serait bien plus triste d'être à l'autre bout du monde sans s'en occuper que de s'en occuper. Donc très clairement, elle est alignée, elle est cohérente et elle fait ce qu'il faut sur le moment. Les priorités, c'est ponctuel. Ça vient s'insérer et parfois surpasser les besoins primaires ponctuellement, mais pas éternellement, sinon ça désarçonne tout. C'est par exemple la naissance d'un enfant. Si vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo, non, votre priorité n'est pas de créer une start-up. Non, votre priorité n'est pas votre carrière. Votre priorité, c'est votre bébé, encore heureux. En fait, regardez votre ventre 2 minutes, s'il vous plaît. Vous êtes en train de donner la vie, c'est une responsabilité. Il a rien demandé, c'est déjà un acte très égoïste que vous faites là. Mon opinion, ça, mais c'est unilatéral, il a rien demandé. Donc oui, vous allez lui donner de l'amour, oui, vous allez lui donner du temps, et j'ose espérer un cadre sain, mentalement, concrètement et même financièrement. Hein. Vous n'achetez pas un chien à la SPA, là, vous êtes en train réellement de donner la vie. Donc vous voyez, c'est un sujet qui m'anime ça. Donc clairement, un des sujets évoqués dans le 2e livre d'ailleurs. Là, aujourd'hui, vous donnez la vie. Donc c'est votre priorité du moment. Donc vous devez nommer ces choses-là. Et si on vous dit, ça y est, il faut déménager, Los Angeles, machin, opportunité professionnelle, peut-être que vous allez dire oui, si vous avez les reins solides, peut-être que votre conjoint ou vous-même avez des fonds de côté, beaucoup de capitaux, beaucoup de patrimoine, vous allez pouvoir vendre, arbitrer, peut-être. Il n'y a pas de règle universelle. Mais vous devez vous questionner. Quelle est ma priorité du moment? Est-ce que c'est en phase avec la dite priorité? Est-ce que ça va me permettre de me stabiliser? Est-ce que ça va totalement déstructurer ma vie familiale, mes convictions, mes habitudes? Ou bien est-ce que réellement ça va m'apporter de la valeur? Si la réponse est oui, vous faites. Si la réponse est non, vous ne faites pas. Pour ma part, ces 4 préfiltres ont tout changé. Je les ai nommés et c'est ce qui m'a permis de prendre certaines décisions. J'ai pris en main toutes ces notions-là et je me suis dit, attends, décembre 2018, est-ce que ce que tu fais, c'est en accord avec tes valeurs? Plus du tout. Mais clairement, il y avait rien qui allait presque. J'ai dit, ok, là, c'est pas bon. Et c'était récent, hein. Depuis le mois de septembre, je m'en étais aperçu. Je dis, là, il faut plus que tu continues plus d'un trimestre. Étape numéro 2, est-ce que ça correspond à tes objectifs de vie? Personnel, professionnel, financier. Notamment, moi, j'avais une très très forte envie de voyager, d'être à droite à gauche, et j'avais une structure qui dépendait pas mal de moi. Et ça, c'était une erreur qu'on fait beaucoup quand on entreprend. Et avec la force du temps, c'était un petit peu trop tard entre guillemets. Ça l'est jamais totalement, mais en tout cas, j'avais fait une erreur d'ancrer pendant 10 ans certaines habitudes, et les habitudes ont la vie dure, donc c'était compliqué. Ensuite, est-ce que c'était ok avec mes priorités primaires ou mes besoins du moment, mes besoins primaires ou mes priorités du moment? Eh bien non, ça n'était pas non plus la réalité, puisque j'étais pas en santé, j'étais pas en forme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout ça en branle et j'ai dit je stoppe et je fais des actions en faveur de mes 4 préfiltres. Et vous voyez, quand vous êtes cohérent comme ça, tout marche bien, vraiment. Et c'est aussi simple que ça. Et j'invente rien. Vous dites oui, c'est hyper simple ce qu'il dit là. En tout cas, moi ça me paraît extrêmement simple. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai hésité à le mettre dans le livre parce que je me disais, mais tout le monde raisonne comme ça.
C'est mes proches qui m'ont dit non, Dompé, on va avoir conscience des autres un peu là et on va se rendre compte que non, les gens n'ont pas souvent ces mécaniques de réflexion parce que toi tu l'as développé avec les années, mais la plupart des gens sont perdus. Et en effet, je le vois, en ayant rencontré des milliers de personnes dans ma vie, je me rends bien compte que sur les sujets de base, on est paumé, et je l'ai été avant de trouver ces réponses-là. Donc maintenant, je les partage avec vous. Donc à l'Est naissent vos décisions en vous, et non pas dans le regard des autres, non pas en fonction de votre conjoint, votre conjointe, mais d'abord en vous, parce qu'encore une fois, si elles ne naissent que dans le contrôle exogène de la famille ou d'une quelconque institution, eh bien vous allez finir par être baladé d'une décision en une autre qui n'est jamais la vôtre, et finir par être triste et non pas épanoui. Puisque je parle d'épanouissement, à l'ouest, là où le soleil se couche, c'est là où aboutit le parcours à l'épanouissement dans chaque case. Un épanouissement qui vous regarde individuellement, dans un nombre de cases qui n'a pas de limite. La famille, la santé, le sport, peu importe, les interactions sociales. Toutes ces notions, au cumul, vous permettent d'être heureux par l'amour du parcours. Vous savez maintenant ce que j'en pense. Eh bien, ces notions-là, j'ai appris à les travailler sur une temporalité spécifique. Je m'explique. La notion d'épanouissement, chez beaucoup de gens, est une notion, en tout cas c'était comme ça pour moi, qui est relative à la notion passée, à ce que l'on a vécu, à ce que l'on a eu comme difficulté, et on se construit bien plus contre ça qu'en la faveur de ce qu'on veut être ou de nos valeurs. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est une erreur commune que j'observe souvent. Très récemment d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'est très proche, qui m'a annoncé être un peu en burn-out, littéralement. Et je sais pourquoi. Alors en effet, maintenant qu'elle m'a annoncé être en burn-out, je vais pouvoir lui en parler. Je vais pouvoir lui dire, c'est simplement pour ça, selon moi en tout cas. Je ne pouvais pas il y a quelques mois, parce qu'on n'est pas toujours prêt à entendre certains mots. On n'est pas toujours prêt à entendre certaines informations. Vous savez, on dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est quelque chose de symbolique. Eh bien, ça a été mon cas. Lorsque moi j'étais ouvert d'esprit, il y a des personnes qui ont nourri mes connaissances, mon savoir, qui m'ont permis de trouver des réponses. Une simple conversation avec un ami, avec quelqu'un qui est proche, et hop, on se rend compte de certaines aberrations, et puis on prend du recul, on part en voyage, ce genre de choses. Et cette personne, je la vois faire, elle est comme beaucoup de gens, et comme moi j'étais à l'époque, se construit en fonction de son passé, en fonction de ce qui l'a touché, ce qui l'a heurté, des erreurs d'un père, des erreurs d'une mère, mais également de relations, par exemple de couple dans le passé, ou de choses qu'on a vécues, ou de choses qu'on lui a dites. Et donc c'est un petit peu ce leitmotiv qui l'anime, en disant je vais vous prouver moi qui je suis. Je vais vous prouver que je suis capable de faire ça. Et en réalité, c'est un très bon moteur pour ouvrir une entreprise. C'est un très bon moteur pour acheter un immeuble. C'est un très bon moteur pour avoir des tablettes de chocolat ou un corps extraordinaire. Parce qu'on a ce côté revanchard. Et il y a beaucoup de gens, notamment des performeurs qui sont dans le monde du sport et ou dans l'entrepreneuriat, des personnes qui ont cette rage, qui ont, notamment Elon Musk en parle, il était tabassé quand il était à l'école, c'était quelqu'un qui était une victime. Aujourd'hui, il est porté par cet ego de dire maintenant c'est moi le patron, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Et oui, il a créé Tesla parce que ça. Maintenant, pour créer Tesla, c'est OK. Alors, bien qu'il faudra une anomalie pour créer quelque chose d'aussi gros. Mais mon propos, il n'est pas là. On est à l'ouest, là. L'aboutissement, là où le soleil se couche. On parle d'épanouissement. Est-ce qu'on est épanoui, globalement? Est-ce qu'on est donc heureux quand on est mu par ce genre de choses aussi négatives, par ce genre de trucs qui nous tracassent depuis toujours et qui sont un moteur qui nous ronge de l'intérieur? Est-ce qu'on est épanoui? Non. Parce qu'il va se passer quoi quand vous allez arriver dans votre belle voiture ou avec votre belle entreprise face au monde et dire « Regardez le tout-puissant que je suis ». La personne, au fond, elle n'a pas changé. Parce que vous n'avez pas travaillé là-dessus. Le petit Elon Musk qui se faisait tabasser, il est toujours là. Alors il a pris un peu de confiance en lui, mais tout ça c'est superficiel. Au fond, comme c'est encore ce moteur qui l'anime, il n'a pas travaillé là-dessus, il n'a pas bossé sur ces choses-là. Alors, je le connais pas personnellement, je digresse et je me permets de faire des analyses pour le coup qui n'ont pas de valeur scientifique, ni même de valeur tout court. Vous comprenez, c'est juste pour servir le propos. Mais ce travail fondamental, il est important. Être capable de se dire, ok, j'ai pendant des années construit en fonction de mon passé, de ce que j'ai détesté, de ce qui m'a fait du mal, et j'ai fait pareil, notamment pour mon aversion, pour des notions comme le mensonge, etc. Mais j'avais une certaine forme de rage à cette période-là. Là aujourd'hui, j'ai de la plénitude, parce qu'en face de la haine se trouve l'amour de la notion opposée. J'ai une haine de l'injustice, j'aime la justice. Ok, j'avance dans ce sens-là, et c'est beaucoup plus constructif comme ça. Donc c'est pas que c'est un mauvais moteur, c'est juste qu'il faut bien le situer, il faut le mettre au bon endroit, et surtout essayer de se construire en fonction de ce qui compte pour soi, d'où les préfiltres dont je parlais à l'Est, là où naissent nos décisions. Donc vous voyez les amis, dans ce bouquin, j'essaie de vous partager comment j'ai réparé ma propre boussole. J'agrémente tous ces propos bien de passages clés dans ma vie qui m'ont permis de grandir, d'évoluer, de me poser les bonnes questions sur ma santé, sur ces notions de bonheur, bien-être que je dissocie. C'est important, le bien-être c'est très lié aux capitaux. Je suis en état de bien-être supérieur quand j'ai de l'argent et que je peux aller dans un 5 étoiles versus un Formule 1. C'est inéluctable, mais je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément plus heureux. Je prends des décisions personnelles pour moi, par moi-même, pour des raisons concrètes parce que je sais où je vais et bien évidemment je cherche un épanouissement dans chaque case en fonction de quelque chose de rationnel qui est de comprendre que je ne peux pas être bon dans tout d'un seul coup, mais par moment je vais avoir une jauge qui va se remplir un peu et qui va du coup en vider une autre. Peut-être que
que je serai plus intense professionnellement, un peu moins personnellement, socialement, peut-être moins dans la santé temporairement, bien que je ne le conseille pas, mais j'ai fait l'erreur, et maintenant non, hein, c'est comme tout. Ensuite on rattrape, et puis à un moment donné on garde les acquis, et là on peut passer à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, notamment parce qu'on apprend à déléguer, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, ce qui nous permet d'aller chercher encore plus d'actions, encore plus de résultats dans des sphères différentes, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Être le père, la mère de l'année, être le conjoint, la conjointe de l'année, être l'entrepreneur de l'année, l'investisseur de l'année, le sportif de l'année, et tout ça en même temps, ça n'existe pas, personne ne l'a fait. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous aurez travaillé certaines cases en acceptant les sacrifices qu'il y a en face, alors à ce moment-là, vous aurez des acquis vous permettant de récupérer ce que vous voulez être dans les autres cases et dans les choses qui sont importantes pour vous. Maintenant, si c'est votre enfant votre priorité, si vous remarquez que c'est ça qui vous procure un bien-être profond, de l'épanouissement, du bonheur, que vous êtes dans une très très belle relation et que ça vous donne envie de construire des choses, bah peut-être que c'est pas l'entrepreneuriat, le truc à fond qui vous permettra d'évoluer, mais simplement de rester dans une posture salariale, d'utiliser le levier de l'investissement à certains moments, à un âge précis, notamment quand elle sera à l'école ou il sera à l'école. Peut-être à ce moment-là, vous aurez envie de stabiliser votre vie familiale pour soutenir ses rêves, pour voyager avec, et c'est quelque chose qui compte pour vous. Ou peut-être pas, peut-être que vous avez envie de voyager le monde et que c'est en vous, et bien discuter, communiquer avec vos proches, mais surtout d'abord avec vous-même. Avant de prendre un rendez-vous avec ses proches, on prend un rendez-vous avec soi-même, on s'interroge, on se scanne, et c'est ça personnellement que j'ai fait dans mon année de la cohérence, qui était l'année 2019, qui m'a permis de sortir le capitaine et d'y mettre évidemment beaucoup de cœur et d'avoir forcément, je l'espère en tout cas, un impact intemporel. J'ai à cœur de savoir que mes enfants le liront un jour et que des personnes pourront le lire dans les années à venir. Parce que je l'ai écrit, il est assez brut de pomme ce livre, voilà, avec la sincérité du moment, avec mon ressenti du moment, sur des notions que j'avais envie de partager, et je pense que c'était un très bon point de départ. Donc si jamais vous l'avez pas encore lu, bien sûr le lien il est en description, mais si vous l'avez lu, je vous invite à faire deux choses. C'est vraiment important pour moi. Bon, d'abord la chaîne YouTube, vous le savez, je fais pas beaucoup d'appels à l'action, mais là je vais en faire un pour que vous compreniez. Si le message, pas le messager, le messager, moi, j'ai pas d'ego mal placé. Je suis un messager parmi tant d'autres. Si des gens peuvent prendre cet élément-là, et d'ailleurs, je vois beaucoup de gens que j'ai accompagnés pendant des années qui donnent des punchlines à moi, etc. Mais c'est hyper glorifiant et gratifiant. Je suis super content. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent le mot. Ils passent pas le mot en disant oui, comme Dompé dit. Non, on s'en fout de ça. Vas-y, partage l'information. Moi, mon but, c'est que le message y passe. Si le message, il vous parle sur YouTube, si le message dans le livre il vous parle, clairement, soutenez ça. Donc soutenez-le, c'est simple, hein. YouTube, on s'abonne, c'est un bouton, hein, ça prend 2 secondes, on clique sur les alertes, ensuite on met un like, on met un commentaire, le référencement, le truc, de sorte à ce que, évidemment, YouTube se rende compte que le contenu est qualitatif. Et puis, pour le livre, eh bien, si vous n'êtes pas allé sur Amazon, je vous invite à le faire, ça prend quelques secondes, vous mettez un commentaire avec les 5 étoiles, vous pouvez même le faire anonymement, donc il n'y a pas de gêne par rapport à votre nom, et puis simplement de partager aux gens qui vont découvrir ce livre-là dans la catégorie de psychologie, puisque c'est la sienne, ce que ça vous a apporté. Actuellement, on a une 50aine de commentaires, alors que j'ai eu des centaines de retours, moi, d'individus qui m'ont parlé à moi, mais qui n'ont pas pris le temps d'aller notamment le faire en ligne, ce que je conçois tout à fait. Je vous demande bien sûr de prendre ces quelques minutes si mon livre a eu un impact à un moment donné, si cet ouvrage a pu vous servir d'une manière ou d'une autre, et bien évidemment de le faire aussi en commentaire de cette vidéo, pour que toutes les personnes qui tombent dessus puissent en utiliser les concepts, si c'est utile pour eux, pour trouver leurs propres réponses, parce que je rappelle que la beauté d'un arc-en-ciel réside dans la pluralité des couleurs, et que je n'ai ni la prétention ni l'intention de croire que mes propos sont universels, ils sont singuliers, mais s'ils peuvent vous servir, alors j'aurai rempli ma mission.